mode. Oui, c'est bon, ça marche. Allô? Allô? Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Nous sommes sur le live de 11 heures. Nous avons un peu de retard. Et en fait, je viens juste de m'apercevoir, Diambélé, tu es 2 fois, Oui. que en fait, le live est diffusé sur ma page Facebook à moi. Ah. OK. Voilà. C'est sur ma page Facebook à moi. Donc, ça veut dire que il faut aller reprendre, aller sur mon compte Facebook. Je suis désolée pour les gens qui voient le début de la vidéo, on coupera plus tard. Il faut que tu prennes la vidéo qui est sur ma page et que tu la mettes tu la partages sur la page du Summit. OK. La première vidéo et la deuxième aussi. D'accord. OK? Je Oui. viens juste de m'en apercevoir là. Je pense que c'est ça le problème. Voilà, donc je suis désolée, après avoir résolu ce problème technique important, parce qu'en fait le live Facebook ne s'affiche pas sur la page Summit Régénération Matrix, mais sur ma page à moi. Je ne sais pas, il y a un problème de réglage quelque part, ce n'est pas grave, donc vous allez pouvoir quand même en profiter. Donc voilà, donc là c'est dans l'agenda, donc c'est la session de 11 heures, et dans cette session de 11 heures, en fait, je vais vous parler de qui est Régénération Matrix, de ce que nous faisons et quelles sont nos valeurs, nos projets et quel est le lien avec finalement cette journée internationale des réfugiés. Donc, je vais partager mon écran et en partageant mon écran, voilà, partager et je vais aller sur les dias. Voilà. Donc, nous sommes donc à 11 heures. Le thème de 11 heures, c'est la dignité du réfugié par le réseau social et l'autonomisation. À la première heure, on n'a pas du tout parlé en anglais. On fera des sous-titrages plus tard. Et donc, je vais parler quand même un petit peu en anglais sur cette session. Donc, c'est Refugees Dignity through Social Network and Autonomization. Voilà. Donc, je vais aller à la dia suivante. Donc, je suis l'intervenante. Qui suis-je? Je suis fondatrice de l'écosystème qui s'appelle Régénération Matrix. Et Régénération Matrix a de multiples, je dirais, activités. Au départ, à l'origine, nous venons d'une formation en gestion de projet qui s'appelle MOOC GDP, pour lequel j'ai été coordinatrice de la formation appliquée, c'est-à-dire que les étudiants ont de vrais projets qu'ils mettent en place et à partir de là, de ces vrais projets, à la fin de la formation appliquée, eh ben, ils sont prêts à présenter un business plan pour aller voir des investisseurs. Donc nous, avec notre équipe, qui à l'époque était composée de 25 personnes, nous avons formé 600 personnes à travers la francophonie, dont 300 en Afrique, d'où notre lien très fort avec l'Afrique. Et de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à être contactés par des très grandes communautés de victimes. La première faisait 47 000 victimes en Côte d'Ivoire, la deuxième 160 000 victimes aussi en Côte d'Ivoire. Et de fil en aiguille, en fait, nous avons développé des activités autour des victimes, tout en restant dans la gestion de projet. Nous faisons donc de l'aide aux startups, de l'aide aux victimes de climat, du coronavirus ou victimes de guerre, c'est égal. Et en même temps, donc, nous créons des écosystèmes de vie positifs pour ces victimes. Et dans ces écosystèmes de vie positifs, nous développons particulièrement tout ce qui est
entrepreneuriat, l'aide à l'entrepreneuriat, l'aide à la gestion de projet, l'aide aussi à l'implantation, de manufactures et l'aide aux scientifiques africains, qui sont, aussi un petit peu abandonnés, très peu aidés finalement à travers le monde. Voilà, donc ça fait partie d'une partie de nos activités. Nous déployons aussi d'autres projets. Donc je vais parler normalement, nous devrions avoir un invité surprise qui s'appelle Gafarou, Djima, qui est notre ambassadeur Afrique, qui est responsable de notre incubateur. Il est au Bénin, il a pas une très bonne connexion, alors je ne sais pas s'il va réussir à nous joindre ou pas. Sinon, un peu plus tard, je vais vous présenter un projet qu'il a mis en place avec, justement des étudiants en gestion de projet, et c'est un vrai projet que l'on va mettre en place à travers l'Afrique. Donc on verra si notre invité de surprise arrive, en cours de live ou pas. Voilà. Donc, un de nos projets phares qui a été développé là depuis le début de cette année, c'est Angels Régénération Matrix. Qu'est-ce que c'est Angels Régénération Matrix? Angels Régénération Matrix, en fait, c'est un projet de renforcement communautaire par un réseau d'êtres humains qui sont reconnus pour leurs actions positives, ou pour leurs titres, comment dire, comme quelquefois ce sont des juristes, des procureurs, des avocats, et cetera, ou alors, des responsables d'ONG, parce que nous faisons aussi de la coordination d'ONG. Et dans ce réseau Angels, le premier réseau Angels que nous mettons en place actuellement, c'est en RDC. Le réseau actuellement est en train de se déployer en Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Ce sont des régions qui sont très complexes au niveau, géopolitique, qui souffrent de problèmes économiques, qui souffrent de problèmes, je dirais, d'insécurité, avec beaucoup de réfugiés, des réfugiés qui sont soit, économiques, soit politiques, et maintenant aussi depuis 2-3 ans, des réfugiés climatiques. Et ce réseau Angels a pour vocation de développer des programmes, donc à partir de ce réseau de personnes reconnues par tous, comme étant des personnes de bien, donc faisant le bien autour d'elles. Pourquoi on a décidé de faire un réseau de personnes qui étaient reconnues comme faisant le bien autour d'elles? Parce que, souvent dans ce genre de communauté, il y a beaucoup de victimes et beaucoup de méfiance envers son voisin, envers l'autre, et si déjà ces personnes sont reconnues comme étant des personnes de confiance, ça veut dire qu'on peut leur faire confiance, et c'est un réseau en fait finalement de confiance qu'on met en place pour régénérer le tissu social qui s'est, délité, qui est détruit, soit par des guerres, soit, par des problèmes, X ou Y, où les gens, finalement sur lesquels les gens n'ont pas d'emprise, et ce qui fait qu'à terme ils deviennent victimes. Et donc notre idée à nous, c'est de créer un réseau social sur différentes dimensions de la société. Ça peut être sur le niveau sécuritaire, ça peut être sur le niveau économique, ça peut être sur le niveau éducatif, ça peut être, et en fait, tout notre action est sur un périmètre à 360° de la société. C'est-à-dire qu'on évalue sur, tous les champs du possible de la société, toutes les parties finalement qui dysfonctionnent ou qui sont, ralentis ou qui ont un souci. En fait, on identifie des problèmes ou des besoins, et on essaie de trouver des solutions face à ces problèmes et à ces besoins. Par exemple, avec Gafarou, qui j'espère qu'il va réussir à nous joindre, on va commencer à mettre en place un projet Angels Agriculture sur le Bénin, et en même temps, on va lancer le même projet, sur le Sénégal en parallèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons des équipes, qui se connaissent en ligne parce qu'ils ont travaillé longtemps en ligne en gestion de projet ou autre, et qui échangent des bonnes façons de faire d'un pays sur l'autre. C'est-à-dire que quand nous développons un projet sur un pays, et ben, l'idée, c'est que soit on le développe en autonomie sur un pays, et après, quand il fonctionne, on le duplique ailleurs, soit on fait de la co-création, c'est-à-dire qu'on lance sur un, 2, 3 pays en même temps, et chacune des parties de chaque pays co-construisent ensemble un même projet, qui sont sur des territoires différents, mais souvent qui soulèvent des problématiques humaines qui sont les mêmes. Parce qu'un être humain est un être humain qui a faim,
qu'il soit en Russie, qu'il soit, comment dire, SDF aux États-Unis ou qu'il soit, au milieu du désert en Afrique, quand quelqu'un a faim, c'est une personne qui a faim. La faim fait des dégâts psychologiques, qui, comment dire, qui péjorent finalement l'avenir de personnes et nous, on est là aussi pour essayer de soit de réparer. Alors je ne dis pas guérir, parce que guérir, c'est de l'ordre de l'intime. Nous, on ne va pas aller dans la partie intime de la vie des gens, mais on va essayer de leur trouver des outils qui leur permettent d'aller de l'avant, de s'autonomiser au niveau psychologique et au niveau physique et au niveau économique pour pouvoir se créer leur propre avenir. Voilà. Donc un de nos projets, donc c'est le réseau Angels, donc qui est actuellement en déploiement donc sur la RDC, qui va se déployer aussi sur le Rwanda, parce qu'en fait, on a aussi déjà nos responsables rwandais et au Burkina Faso qui sont déjà, désignés, qui se sont désignés donc et qui regardent ce qui se passe en RDC pour pouvoir le dupliquer dans ces autres pays. Donc Rwanda, Burkina Faso, RDC, ce sont des problématiques qui sont similaires et Bénin et Sénégal, ce sont des problématiques un petit peu différentes parce que, avec le coronavirus, malheureusement, beaucoup de gens ont été confinés. Le confinement a fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu travailler, dont certains agriculteurs et comme ils n'ont pas pu travailler, ben, ça a créé une sorte de famine endémique, en fait et qui n'est pas une famine ni économique, ni une famine, je dirais climatique, c'est une famine liée à une crise sanitaire. Voilà et donc c'est pour ça que le Sénégal, qui est quand même un pays qui est je dirais, qui est assez, prospère normalement aujourd'hui, commence à souffrir aussi d'une crise, proche de la famine, simplement parce que, bah, ce sont les conséquences, simplement du coronavirus. Voilà, donc ça, c'est une chose et plus d'autres facteurs qui viennent bien sûr s'ajouter, à l'ensemble des situations. Car les situations sont jamais simples on ne peut pas les résumer à un seul mot comme je viens de le dire. Mais de façon générale, c'est juste le phénomène qui a fait basculer les choses de la stabilité vers une certaine, un petit peu instabilité, en tout cas au niveau alimentaire. Donc voilà, donc après nous avons aussi un autre projet que je voulais aborder qui s'appelle le projet Parc. Alors, comment je fais? Voilà, le projet Parc Régénération. Alors, Parc Régénération, c'est l'inverse. Parc Régénération, c'est on prend un territoire qui a des gros problèmes. Par exemple, on pourrait prendre un exemple, ça pourrait être, par exemple, le territoire, de Uvira. Uvira, en RDC, c'est une ville qui, rassemble beaucoup de réfugiés, mais aussi beaucoup de gens localement qui se sont réfugiés dans une enclave qui est un petit peu en sécurité par rapport à tout ce qui se passe dans les régions aux alentours. Parce qu'il faut savoir que Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, bah, il se passe des choses qui se passent pas ailleurs dans le monde, hein, où il y a des choses qui sont assez violentes qui se passent, qui sont d'origine communautaire ou autre. Et comment dire? Et ces gens, en fait, ben, quelquefois, ils trouvent des enclaves où ils vont se réfugier. Et Uvira, c'est une enclave un petit peu refuge. Il y a quand même un peu de banditisme et autres, mais c'est beaucoup moins que ce qui se passe autour. Le problème d'Uvira, c'est que c'est une ville qui est entre, une rivière qui descend de la montagne et qui est très, très forte, très puissante et le lac Tanganyika. Ça veut dire que Uvira, régulièrement, subit des inondations. Aujourd'hui, depuis 1 an, les inondations sont de plus en plus fortes, c'est-à-dire que la ville d'Uvira a perdu 20 de sa ville. Il y a 50 000 personnes aujourd'hui qui sont laissées à elles-mêmes, sans maison, sans aide, sans rien, simplement parce que, elles ont été prises en étau entre cette rivière et ce lac et ça a détruit, en fait, leurs habitations. Donc, ça correspond donc je dis à 20 de la ville d'Uvira, ce qui est quand même pas rien. Et comment dire? Sur Uvira, en fait, un des problèmes qui se passe, c'est que, il y a pas de plan d'urbanisme. C'est-à-dire qu'en Europe, on aurait des zones inondables, eh ben, le plan d'urbanisme dirait: «Ah ben non, on n'a pas le droit de reconstruire là, parce que là, c'est trop dangereux». On sait très bien en Occident que quand la rivière est passée quelque part, elle va toujours repasser quelque part, même si c'est, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, mais elle repassera au même endroit. Donc construire une maison là où la rivière est passée, c'est très dangereux. Sauf qu'à Uvira, bah, il y a beaucoup de pression, comment dire? Foncière, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens
Et ce qui fait que ces terrains, dès qu'ils sont un peu secs, même si les gens ont déjà des gens précédemment ont perdu leur maison sur ce terrain, les gens reconstruisent et font déjà des repères en fait sur les lieux. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui à Goma, hein. Le volcan est entré en éruption il y a quelques semaines. Les gens déjà, sur la coulée du volcan sont déjà en train de mettre leur piquet pour dire: «Là, ça sera ma propriété». Alors pourquoi c'est là? J'imagine peut-être parce qu'avant ils étaient déjà là, alors que c'est super dangereux parce que la lave, elle est à quoi? Elle est même pas à 50 centimètres, elle est refroidie qu'à sur 50 centimètres. Donc la lave, elle continue à couler par en dessous, mais les gens, ils ont déjà mis leur repère. Voilà, donc ça veut dire que Ouvira, par exemple, pourrait bénéficier d'un projet parc. Un projet parc, c'est quoi? C'est un petit peu, c'est une sorte de on peut prendre le modèle des parcs naturels régionaux où en fait, il y a des règles qui sont plus strictes sur une région que sur le reste du pays. Et dans ce cas d'Uvira, une des règles qui serait plus stricte à mettre en place, c'est un plan d'urbanisme sur lequel, il y a des gens qui sont autorisés à construire à tel endroit et pas autorisés à construire à tel autre endroit. Et un projet parc peut se faire aussi sur 360°. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet parc sur, comment dire? Le développement économique, le développement, de la sécurité, vraiment tous les niveaux de la vie peuvent être développés sur un projet parc et on peut évidemment mixer un projet Angels avec un projet parc. Un projet parc, c'est plus territorial, c'est quand, c'est un territoire qui a un problème et qu'il faut résoudre ce territoire. Un projet Angels, c'est plus quand une population a un problème et donc dans ce cas-là, on va la renforcer communautairement avec, des gens bienveillants dans la communauté et qui sont reconnus comme bienveillants. Donc ça veut dire que ce ne sont pas, comment dire? Autant un projet parc, c'est plutôt une mise en place de structures officielles. Un projet Angel, c'est plutôt, une coordination de la société civile locale, qui permet, si la société civile locale est coordonnée, par exemple sur une situation comme à Goma avec le volcan, on aurait pu imaginer peut-être, comment dire? Pouvoir distribuer des vivres sur la route aux gens directement avec les organisations locales, étant donné que les organisations internationales ne pouvaient pas amener du tout d'aide de l'extérieur, hein, parce que la situation de Goma est très particulière. D'un côté, vous avez le Rwanda, dont la frontière est fermée à cause du Covid. De l'autre côté, vous avez la forêt. Et puis le troisième côté, c'est le lac. Puis au milieu, vous avez une route qui va vers un cul-de-sac. Et après, il faut prendre le bateau pour aller ailleurs. Et donc, ça veut dire que l'aide ne pouvait pas venir par avion parce que le volcan avait craché, donc on ne peut pas faire voler des avions avec la cendre. L'aide ne pouvait pas venir par les bateaux parce que, il y a des nappes de pétrole et de gaz dans le lac et que la lave se dirige vers les nappes de pétrole et de gaz. Donc ça veut dire que même maintenant, actuellement, on pourrait s'attendre à une explosion, au niveau du lac Tanganyika et pas une petite explosion qui pourrait, détruire, une partie de l'écosystème, sur les rives du lac, par exemple. Et donc ça veut dire que, dans ce genre de situation, il n'y a que les gens eux-mêmes, les associations locales elles-mêmes qui peuvent réellement s'aider. Il y a des organisations internationales sur place, bien sûr, mais comme elles ne peuvent pas être approvisionnées de l'extérieur, il faut que l'aide, elle se retrouve localement parce que les organisations locales, elles ont aussi leurs sources d'approvisionnement locales qui sont un peu moins, de masse, mais qui, mises tout ensemble bout à bout, peuvent faire vraiment une aide locale tout à fait pertinente, sur place. À Goma, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens savent s'auto-évacuer tout seuls parce que le plan d'évacuation, il existe depuis des décennies. Donc les gens savent très bien que si la lave s'ils sont à l'est, si la lave est au milieu de la ville, s'ils sont à l'est de la ville, ils doivent aller vers le Rwanda. S'ils sont à l'ouest de la ville, ils doivent aller vers Sake. Donc tout ça, c'est bien dans la tête des gens. Par contre, sur la route, il y avait rien. Il n'y avait pas d'alimentation, pas d'eau, pas de logement pour des gens qui bougent. Il y avait bien un camp de réfugiés, mais qui fonctionnait comme un camp de réfugiés politiques. Donc ils n'ont pas compris que leur rôle, c'était pas d'enfermer des gens dans les camps. Donc en fait, voilà, alors que simplement faire appel aux organisations locales, comme nous, on le fait, les coordonner pour leur donner, je dirais, un peu plus d'efficacité. C'est tout aussi efficace que dans ces situations extrêmes où finalement l'aide internationale ne peut pas arriver parce que, techniquement, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est une chose, donc je parlais du projet Parks et puis, Gafarou est pas arrivé, donc moi je vais présenter son
son projet à lui. Alors Gafarou, donc c'est notre responsable Afrique, mais c'est aussi notre responsable de l'incubateur. Et en même temps, nous avons vocation à ce qu'il y ait plein de gens qui se forment à la gestion de projet. Nous venons de la formation en ligne MOOC GDP de l'École centrale d'ingénieurs de Lille. Nous sommes toujours très attachés à cette formation, c'est-à-dire que tous les gens qui rentrent dans notre écosystème, on les pousse gentiment, on leur dit, bah, tu sais, ça serait bien que tu fasses la formation en gestion de projet, que tu puisses avoir la certification officielle ou pas, parce que c'est clair qu'il y a un minimum de coûts pour avoir la certification universitaire officielle, mais on peut quand même suivre la formation sans avoir, juste en ayant une attestation, par exemple, à des coûts moins importants. Et c'est toujours très important pour nous que les gens qui montent des projets aient les bons outils pour monter ces projets. Et donc, à cette session-ci, on avait une dizaine de personnes là qui ont suivi la formation, qui ont été jusqu'au bout. Et on en a quelques-uns qui ont fait la formation suivante, la suite. Donc, il y a MOOC GDP, la formation universitaire, et après, il y a GDP Lab, qui est la formation appliquée. Donc, nous, on connaît bien parce qu'on l'a coordonné pendant très, très longtemps. Et dans le cadre de cette formation GDP Lab, on a créé ce projet qui s'appelle Asaolu. Asaolu, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, en fait, là, c'est une petite vidéo que je vais vous montrer. Par contre, celle-là, on peut la montrer sans problème. Ça va rester dans la vidéo. Apparemment, la vidéo n'a pas de son. Hein. Le son ne vient pas ici. Ah, ok. C'est l'équipe finale. Alors le projet, donc c'est un projet qui a été initié dans le cadre de la formation MOOC GDP, donc de l'École centrale d'ingénieurs de Lille. Après donc ce projet, donc les gens se sont formés, donc les équipiers de cette équipe projet se sont formés à la gestion de projet. Après ils sont entrés dans un de nos projets qu'on a déposé sur le GDP Lab, donc qui est une production, en fait, un centre de production de champignons pour donner un avenir à des femmes, en fait. Donc, c'est une sorte de coopérative de femmes dont le premier projet aura lieu au Bénin. Et l'idée, c'est que ce projet puisse être dupliqué une dizaine de fois dans une première étape de développement et que ça soit toujours dans dans cet état d'esprit de pouvoir faire du développement économique pour des personnes pour qui c'est compliqué en fait de pouvoir s'en sortir dans la vie. Et donc voilà, ça c'est un projet qu'on a monté et qui va se faire. Là, on cherche des financements, en tout cas les 10 premiers pourcents, parce qu'il faut être clair que quand vous êtes en Afrique, mais aussi dans d'autres régions du monde, si vous n'avez pas les 10% d'investissement de base, vous ne pouvez pas aller voir une banque pour pouvoir faire un projet, pour pouvoir avoir un prêt pour aller plus loin avec votre projet.
Le minimum, c'est d'avoir 10% en fait de financement pour pouvoir créer ce projet. Nous allons essayer de faire un test avec, du crowdfunding et nous allons essayer de faire appel aux populations africaines qui sont un peu aisées et aussi aux gens de la diaspora. Parce que je pense que la diaspora a un grand rôle à jouer dans le financement des entreprises de demain en Afrique. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important de sensibiliser les personnes de la diaspora. Les personnes de la diaspora sont des personnes très généreuses. Il y en a beaucoup qui créent des ONG, des organisations locales qui envoient de l'argent à leur famille. Il y a toujours un lien qui existe. Mais juste envoyer de l'argent pour que cet argent soit juste dépensé sans que cet argent soit injecté dans l'économie locale, c'est finalement, alors ça va aider la famille, hein, sur le moment, c'est clair, mais quel est l'avenir finalement du pays si c'est simplement des familles qui sont aidées au cas par cas, comme on ferait de l'aide humanitaire? Alors que ce qui fait qu'un pays puisse aller de l'avant et se relever, c'est de pouvoir investir dans les commerces, dans l'artisanat, dans les métiers et pouvoir aider chacun à sortir de la pauvreté et à accéder à la classe moyenne. Pourquoi? Parce que la classe moyenne, c'est la seule façon pour une économie, enfin que nous connaissons aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir, pour une économie finalement d'aller vers la prospérité. Pour un pays, pour une communauté, d'aller vers la prospérité. Je vous donne juste un exemple. Vous avez beaucoup de familles africaines qui font beaucoup d'efforts pour envoyer leurs jeunes faire des études aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. Par exemple, prenons l'exemple d'un médecin. Ce médecin, en fait, il fait ses études, 10 ans d'années, 15 ans d'années d'études et il s'est marié peut-être là-bas, alors peut-être avec une dame africaine ou pas et à un moment donné, il se pose la question du retour au pays. Alors, ben, lui, de bonne volonté, il se dit: «Chouette, j'ai bien appris, je dois rendre à mon pays, je retourne au pays pour m'installer, pour aider les gens chez moi». Ce médecin, il s'installe, dans son pays, mais très vite, il s'aperçoit que la population n'a pas l'argent pour le payer. La seule façon dont il peut être payé en général, c'est, par des poulets, par exemple, donc ce monsieur, au bout de 6 mois, après avoir été payé par de multiples poulets, ben, il se retrouve avec un gros problème. Il se retrouve à un problème parce qu'il ne peut pas survivre, il ne peut pas payer ses notes d'électricité et cetera juste parce que, avec, ce que peut payer la population dans laquelle il est implanté. Comment dire? Et puis peut-être sa femme est pas contente non plus parce qu'elle avait un certain train de vie, puis d'un coup là, son train de vie, il a vraiment baissé et le problème financier commence à se poser. Très vite, ce monsieur, au bout d'1 an, 2 ans, il va repartir à New York, il va repartir, en Angleterre, il va repartir, en Europe parce que économiquement, c'est pas viable pour lui. Parce que l'écosystème dans lequel il est composé de gens pauvres, voire très pauvres et seuls les gens de la classe moyenne auraient les moyens de payer ces services. Après, il y a toujours les gens qui sont, comment dire? Qui se disent: «Ben, oui, il faut que je reste parce que, il faut que j'aide mon pays et cetera», quelles que soient les conditions financières. Il y en a toujours qui feront ça. Mais c'est clair que, c'est pas, comment dire? Pour la plupart, c'est ça peut pas fonctionner. Surtout si, ils se sont mariés avec des personnes, qui viennent d'horizons différents et s'ils ont des enfants qui sont habitués à un autre train de vie. Voilà et ça, c'est vraiment un énorme problème. Alors c'est un exemple un petit peu, comment dire? Caricatural que je vous donne, mais vous pouvez transposer ce problème à beaucoup, beaucoup de gens qui reviennent au pays et qui finalement ne trouvent pas de leur place dans le pays dont ils sont originaires et qui repartent dans le pays là où ils ont étudié et ça, c'est vraiment, c'est un grave problème, en fait. Donc voilà, c'est ça que comment dire? Que c'est un petit peu notre mission à nous, c'est de donner un avenir aux enfants de demain, quel que soit l'endroit où ils vivent et qu'ils se sentent bien là où ils vivent et qu'ils ne se sentent pas obligés de partir, de prendre la route parce que peut-être l'herbe est plus verte ailleurs. Parce qu'en fait, en réalité, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs.
Et notre idée, c'est que ces enfants de demain, eh ben, ils soient fiers dans l'endroit où ils vivent, ils soient heureux d'y vivre et qu'ils aient des potentialités économiques, scolaires et autres pour pouvoir développer leurs qualités et pour pouvoir créer un avenir dans le pays dans lequel ils sont nés ou dans le pays dans lequel ils ont choisi de vivre. Voilà. Et ça, c'est vraiment super important. Voilà. Je ne sais pas, Niambélé, si tu veux rajouter quelque chose. Après, on a d'autres activités, hein. On fait du développement de plateformes technologiques pour la gouvernance des populations dont on s'occupe, des choses comme ça. Mais je dirais que c'est des sujets un petit peu connexes qui sortent un petit peu du sujet, comment dire, du réfugié. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés? Ben, comme on fait de la coordination de la société civile, ben, à Goma, ben, on se retrouvait d'un seul coup avec cette éruption volcanique. À Uvira, on s'est retrouvé avec, ces, comment dire? Ces multiples inondations. Donc nous, on s'adapte sur le terrain et on essaie de faire le maximum pour trouver des solutions à des gens qui sont en souffrance. Voilà. Niambélé, tu veux dire quelque chose? Oui, à ce stade, je pense que vous avez dit vraiment l'essentiel. Si on s'en tient à ce que vous dites, je pense qu'il y a de quoi, en tout cas, redonner vie à une situation que les gens vivent. Je pense que tu as en quelque sorte interpellé toutes les communautés. Tu as interpellé toutes les communautés. Tu as montré également aussi que les réponses sont aussi sous nos bras, sous nos pieds. Et il suffit juste de se tourner et voilà, de les mettre en exergue et de faire en sorte que les gens puissent en profiter et de renaître de nouveau de leur situation qu'ils vivent en tant que réfugiés. Je pense que les deux projets que vous avez présentés, c'est des projets salvateurs qui méritent d'être soutenus, d'être appuyés, qui méritent aussi, voilà, que les gens puissent en bénéficier au maximum et que, voilà, les États même doivent être à l'écoute. Les États africains et même les États européens doivent être à l'écoute et percevoir que, voilà, c'est un appel à une mobilisation, voilà, sociale globale pour faire face à... Puisqu'on sait que les aides financières à travers des ONG, à travers des organisations, etc., bon, ces aides ont des limites. Il y a des limites, il y a aussi bon, des contraintes, voilà. Ça ne peut pas prendre en compte tout le monde, ça ne peut pas non plus répondre à tous les besoins des gens qui sont dans les camps de réfugiés, etc. Donc, le fait d'associer les personnes en situation de réfugiés dans la recherche de solutions pour leurs problèmes, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que vous venez de mettre en exergue. Je pense que globalement, pour ne pas reprendre ce que vous avez dit et monopoliser, je pense que c'est ça que je pourrais ajouter en attendant comme on a un autre sujet qui va aborder le même thème, on va peut-être encore approfondir et aller dans d'autres détails. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Donc, il faut savoir que Niambélé, c'est un très ancien de nos équipes, hein. Tu es là avec nous depuis combien d'années, Niambélé? Il faut que tu ouvres ton son, Niambélé. Tu es avec nous depuis combien d'années? Je crois qu'on est ensemble, ça fait environ 6 ans. Hein. Ouais, donc tu fais partie des tout premiers du GDP Lab, etc. Donc, ouais, non, mais c'est... Et puis, on a vu, on a évolué pas mal. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur une bonne formule. C'est clair qu'en plus, nous, on a fonctionné de façon bénévole hein, pendant 5 ans, en fait, en gros. C'est un peu ça. On est encore sur notre 6e année encore de bénévolat. Et aujourd'hui, ben, on a des demandes qui sont de
plus importante, de communautés qui sont de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, si j'ai un souhait à émettre, c'est que les donataires internationaux fassent plus attention à notre position qui est différente, c'est clair, des autres, comment dire, des autres fonctionnements, des autres organisations, mais qui est tout aussi valable et pour lequel nous, on ne s'occupe pas de communautés de 1000 personnes, mais on s'occupe de communautés de centaines de milliers, c'est ça. Et tout de suite, et on a beaucoup de demandes de très grosses communautés en fait, qui pensent que nous sommes plus, nous leur apportons des solutions qui leur correspondent mieux, en fait. Voilà. Donc à suivre. Merci beaucoup. Donc on va arrêter ce live, on va passer au suivant. Je ne sais pas l'heure qu'il est du tout, si on a beaucoup. Non, on a un petit peu rattrapé le retard. Et puis. Et voilà. Donc, merci beaucoup à la technique qui a été avec moi là, et à Niambélé, donc qui a été avec moi sur ce deuxième live de 11h. Et maintenant, on va enchaîner sur celui de midi. Et je vais couper celui-ci. À tout bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.